Hey guys, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de In the Head of Yosis consacrée à la critique du cinéma. Je suis tellement heureuse parce que ça sera l'une de mes plus longues critiques. Je me suis concentrée sur un film que j'ai dû regarder pas une fois, pas deux fois, mais pratiquement 5 fois pour vous faire une critique et ressortir tout ce que je pense. Je ne voulais omettre aucun détail. Je voulais parler de tout. Je n'ai pas pu faire un résumé. J'ai voulu tout exploser, tout vous montrer. Et ce film s'appelle Dune. Oh Seigneur, on parle d'un film qui a passé son temps à souffrir des reports incessants et d'une production qui a été bousculée par la Covid-19. On parle d'un film qui a débarqué enfin dans les salles comme un messie au cinéma. Parce que dès qu'il est sorti à la Lido de Venise, ce film, ce blockbuster s'est révélé être un grand ouf de soulagement. Parce que là, on a Denis Villeneuve à la réalisation. Et ce Canadien, on avait peur qu'il nous fasse encore un autre échec. Alors, on s'est posé la question ultime de savoir après la première vue de Dune, est-ce que c'est un échec palpitant ou est-ce que c'est c'est une épopée salvatrice? Alors voilà ce qui fait que cette critique sera tellement longue. Vous allez me pardonner, mais il faut vraiment que je vous dise tout ce que j'ai retenu de ce film. Il faut que je vous dise tout ce que j'ai vu et ce pourquoi c'est un bon film. Et aussi, je parlerai de la critique d'une autre personne qui n'a pas aimé le film, qui m'a expliqué ce pourquoi. Alors moi, je vais attendre vos avis, vous allez me dire ce que vous avez ressenti, vous allez me dire comment vous avez pris la chose, mais je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de IT2H. On commence. Dune et sa malédiction. Au cas où vous ne savez pas, beaucoup de grands noms de la réalisation ont réussi à se casser la gueule, à se casser la tronche pour avoir eu à réaliser Dune derrière la caméra. À croire que l'œuvre était carrément maudite. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons Ridley Scott. Bon, commençons par le tout premier, Arthur P. Jacobs. On a eu Alejandro Jodorowsky et puis on a eu le grand Ridley Scott qui ont réussi à échouer en bonne et due forme. Et on a eu après le tout-puissant et le très très fort David Leitch qui a quand même réussi l'exploit de faire le film. Mais malheureusement, oh purée, et ça, j'ai jamais eu mal pour un réalisateur. Ce film a été humilié, hué, ça a été conspué carrément. L'accueil a été horrible, a été dégueulasse, quoi. Du coup, ça a fermé les portes des terres d'Acaris pour le cinéma presque pendant 30 ans. Et Denis Villeneuve revient avec ce projet. Ah, je ne veux même pas vous parler de l'épisode, pas de l'épisode de la série de 2000 là, qui était sortie sur Dune. Mon Dieu, quelle horreur. Je vous demande, c'était horrible à voir. Mais bon, parlons du synopsis. Pour ceux qui ne connaissent pas Dune, qui n'ont pas lu l'œuvre de Frank Herbert, Dune parle comment je veux dire, d'un duc qui vient de se faire confier la gestion d'une terre, d'une planète désertique sur laquelle est récoltée ce qu'on appelle l'épice qui permet d'avoir des visions et qui permet aux voyageurs d'aller dans l'espace. On lui a confié la gestion de cette planète et son fils plus sa concubine et ses lieutenants décident de prendre le contrôle de la planète et il rencontre un cher garçon qu'on appelle Stilgar, qui est le chef des fremen locaux, des habitants locaux. Et la trahison se fait connaître et malheureusement, toute cette équipe doit chercher à se réfugier dans ce désert. Je pense que j'ai fait un bon résumé du premier tome de Dune, au moins des 2 premiers chapitres. Après 4 ans d'une production en montagne russe, l'équipe du film a décidé de tenir bon pour tourner Dune Part 1, parce que c'est le titre officiel, Dune Part 1. Ils ont réussi à faire sortir ce film de sa tombe. Bon, et pour éviter de faire durer le suspense plus longtemps, euh, je pouvais vous donner mon avis personnel qui est que ce film, je vous rassure, Denis Villeneuve a réussi son pari haut la main. Je peux vous assurer, il a réussi son pari haut la main, malgré la réputation de cette œuvre pédagogique, pour dire pédagogique, mais
C'est un cas d'école, hein. Comment rater l'adaptation d'un film Dune? Il faut voir tous les réalisateurs que je vous ai cités. Anyway, Dune repose en effet sur un univers tellement complexe, à l'intrigue qui est simple en apparence, mais qui est tellement riche et disposant de nombreuses particularités, c'est-à-dire la manière dont les pensées de chaque personnage sont transposées à travers le récit, entre autres. J'ai trouvé ça très ingénieux. Bon, maintenant, on a aussi le fait que euh, judicieusement, ce film a été annoncé comme un diptyque, c'est-à-dire il a permis de mieux développer les personnages, chose qu'on ne voyait pas dans les anciens films, et d'éviter les raccourcis un peu ennuyeux et finalement de mieux trouver le repère de l'envergure de ce récit. Alors pour moi, j'ai été très contente d'apprendre que Dune Partout sera plutôt réalisé. Ça m'a fait plaisir parce que Denis Villeneuve a fait quelque chose de magnifique. C'est loin des simplistes films Teletubbies, et ça me fait mal de le dire parce que je suis une fan de Marvel, mais c'est loin des films de Marvel et des super-héros. C'est-à-dire, on a eu cette réunion de TikTokers. Pour moi, ça ressemblait un peu, quand j'ai vu la bande-annonce, ça ressemblait à une réunion de TikTokers, mais c'est loin des films Marvel. C'est porté par une densité très profonde. C'est fait avec subtilité. Le scénario qui a été coécrit par Eric Roth et John Spielt et Denis Villeneuve décrit à la fois les difficultés politiques d'un univers immense, parce qu'on pourra arriver à cela dans des années, 100 ans peut-être, mais on se retrouve avec cette petite particularité, cette problématique politique qui n'oublie jamais de réfléchir sur l'impact de l'homme à sa façon de vivre avec son environnement nouveau, avec ses nouvelles découvertes. On a des questionnements typiquement actuels qui concernent par exemple l'écologie, puisqu'on est dans un désert galactique. On a cette résonance qui fait en sorte que les personnages défient de manière très grande notre juxtaposition de notre vie actuelle. J'en parle, je suis émue. C'est simple. Le long métrage n'a pas omis, quasiment pas omis, aucune séquence majeure du premier livre du cycle de Dune, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, au moins des deux premiers chapitres, parce que c'est un univers complexe, comme j'ai dit. Il est presque trop fidèle aux deux premiers chapitres. Ça n'empêche par contre pas d'avoir pleinement envie de connaître la personnalité de chaque acteur. C'est-à-dire, plus encore, c'est un long métrage qui se veut un complément du bouquin. C'est-à-dire, vous avez, un peu comme Harry Potter, vous avez le roman, mais Harry Potter vient compléter votre imagination, le scénario que vous avez eu envie de faire de Dune. De ce fait, certaines scènes viennent s'ajouter au programme et qui est déjà très chargé pour moi. Pour ma part, c'est déjà très chargé par rapport à l'adaptation elle-même. Et si certains choix sont un peu bizarres, d'autres sont quelque peu préjudiciables. Et ça prête à une bonne compréhension des profanes de Dune. Vraiment, c'est pour les profanes de Dune que j'ai dit ça. Par exemple, si je parle de l'introduction de la maison Atreides. J'ai souvent un problème de prononciation. Menée par le duc Leto, joué par Oscar Isaac sur la planète Caladan. On a cette absence quasi totale de caractérisation du docteur Yue, qui est joué par Shang Chen, qui malheureusement, au vu de son rôle, est très très triste. Pour moi, ça laisse à désirer. On a une profusion de l'ensemble qui est d'ailleurs particulièrement déconcertante. On a, et c'est loin d'être un défaut particulièrement réel, mais en revanche, c'est un véritable impact sur le rythme du long métrage. Il ne faut pas s'égarer là-dessus. Il est impossible de s'ennuyer pendant 2h35 sur le film de Dune. Mais il est possible de ne pas tout assimiler au bon moment quand on est surtout novice de l'univers. C'est pour ça que je préfère que les gens aillent d'abord lire pour pas qu'après ils se disent oh j'ai pas compris, oh pourquoi cette scène. Non, vraiment c'est délicat. Dune est vraiment un film délicat et il faut lire et comprendre le pourquoi du comment.
Parce qu'on se perd, par exemple, entre les visions de Paul, les coutumes de Béné Gesserit, ou bien de la prophétie des Fremen. On a aussi le bombardement d'actions réguliers, rares sont les moments où le spectateur peut reprendre son souffle et se dire ouais, qu'est-ce que j'ai assimilé et ressentir l'émotion. Il peut avoir de la peine à s'émouvoir. Je détecte un léger petit accrochage qui n'empêche toutefois pas le long métrage de convaincre à ce niveau, c'est-à-dire la compréhension du téléspectateur. S'il n'a pas lu Dune, vraiment ça porte un petit couac au film. Maintenant, je peux parler avec habileté du fait que Dune soit également un spectacle visuel épique, magistral, fantastique. Je ne sais pas si je peux avoir d'autres mots pour parler de ça. C'est hors norme, hors catégorie. Difficile de dire quel est le dernier long métrage que j'ai vu avec cet aspect-là. Peut-être Avenger, non. Peut-être Avatar de James Cameron, peut-être vraiment. Mais Dune, oh là là là, il réussit à transporter son auditoire avec une telle majesté, avec une telle facilité. On ne refuse pas quelques plans spatiaux somptueux après son ouverture sur les terres de Caladan, ou bien on a le long métrage qui devient surtout une sorte de gifle phénoménale dès qu'il vient se frotter, surtout aux étendues d'Arrakis, là, oh, le travail de Greg Fenner, Greg Fraser, pardon, excusez. Ah non, les effets spéciaux, surtout à la photo, hein. Surtout à la photo. Oh non, c'est magique. C'est parfois trop sombre, mais c'est magique. On a un savoir-faire qui force le respect. On a un Denis Villeneuve qui transforme les dunes en océan de sable avec des vagues poussiéreuses. Ça représente un danger de tous les instants. Je vous ai dit, je suis émue. Il faut dire aussi qu'il a été bien aidé par les effets spéciaux parce que je crois qu'on retrouve Paul Lambert qui a été oscarisé pour First Man, le premier homme sur Terre. Je crois que c'était avec Matt Damon, il faut pas, peut-être je peux me tromper, et ou bien Blade Runner 2049. Il a été capable de donner vie à n'importe quelle créature, création de Herbert. Tout au long du film, rien ne déborde, tout est là, c'est plaqué. Là, il n'y a aucune trace de fond vert, il n'y a pas de mauvais calibrage, on n'a pas de mauvais CGI un peu surdosé de partout. Non, il a réussi à transformer une planète imaginaire en désert réaliste, palpable, de tous bords, c'est bon quoi. C'est bon, c'est une folie, c'est incroyable, c'est magique, c'est il nous réussit à faire des confrontations avec les redoutés, comment on les appelle, hein, les chans rouloutes, qui sont des vers de sable. Quelques-unes, je vous parle de ça parce qu'il faut voir le film pour comprendre de quoi je parle. On se souviendra même du sauvetage d'une chenille en perdition qui, légèrement, la séquence est un peu alambiquée parce que c'est une séquence presque aquatique ça ressemble à une séquence aquatique de Interstellar de Christopher Nolan. Je suis désolée, même sur le plan musical, Hans Zimmer a surpassé Interstellar. Laisse tomber. Ça confirme même l'excellence à l'ère des blockbusters de notre époque, quoi. C'est une, c'est des scènes d'action charcutées avec de la musique qui va avec. Bah oui. Désolé, je sais qui je vais me faire, avec qui je vais me faire cogner, mais désolé, Nolan, c'est fou, t'as rien foutu là. On parle de l'orchestre de Villeneuve, c'est-à-dire le montage qui a été fait par Joe Walker, fidèle cinéaste depuis Sicario. On a aussi, comment il s'appelle, Benjamin Millepied, le mari de Nathalie Portman, à la chorégraphie d'une précision méticuleuse tenant du parfait miracle, c'est-à-dire on a des influences fantastiques, voire extraterrestres, la manière dont chaque costume, chaque pièce, chaque concept est tellement bien alambiqué, c'est-à-dire le sound design de la voix, les boucliers, les marches de sable, les chorégraphies. Parfait, là je n'ai rien à redire. J'ajoute aussi que Dune, c'est
c'est le personnage, ce sont les personnages, le casting. Oui, Dune, c'est le casting. Comme je vous ai dit, j'avais l'impression d'avoir une réunion de TikTokers camerounais, un peu plus beau quand même. Mais c'est le casting. Timothée Chalamet, laisse tomber. Ce jeune comédien, franchement, il vient très très fort. Oh là là, il est parfait dans le rôle de cet héritier idéaliste, quoi. Il est poussé par une aspiration messianique, un genre. Tu as l'impression que c'est Jésus qui revient sur terre et qui va te jouer une série comme ça, un film. On ne comprend pas encore tous les enjeux de ce film mais avec ses conséquences, mais il assure, franchement, son personnage va sortir de là très grandi. Bien sûr, parce qu'il y aura une suite. Nous avons quelque chose que j'ai aussi déploré, un autre quoi que j'ai déploré, c'est certains acteurs, personnages qui n'ont pas eu une très grande visibilité, n'ont pas eu un très grand temps de visionnage. Je parlerai beaucoup plus de Dave Bautista qu'on a vu en tant que Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, ou bien Stephen McKinley Anderson, ou bien encore David Dashmalchian qui joue le rôle de Vries, qui est carrément inexistant, mais pourtant, c'est, aucun acteur ou actrice n'a été mal choisi. Tout le monde a réussi. C'est ce pourquoi il est venu faire le casting. On a Josh Brolin alias Thanos, qui est parfait en gorné. On a Jason Momoa alias Aquaman, qui n'a rien à envier à la puissance de Don Canidao, tout comme Javier Barden pardon, avec la sagesse de Stilgar. On a Oscar Isaac qui excelle encore dans la sobriété, le charisme, la noblesse, l'humanisme, l'émotion, excusez-moi. On a Duncan Brewster qui reprend assez efficacement le flambeau de Lith Kines. Nous avons Charlotte Rampling qui hypnotise en tant que révérende de mère. Voilà, une actrice que je n'aime personnellement pas, Zendaya. Félicitations. Elle a foudroyé de son charme, quoi. Surtout quand elle apparaît dans les visions de Paul Anchani, là. Seigneur, elle a une sournoiserie dans son regard bleu. Ah, on a aussi deux personnages qui se distinguent particulièrement. Stellan Skarsgård. Vous connaissez bien la famille Skarsgård avec Tarzan et tout ça. Ils ont joué dans beaucoup de films. Même si son temps de présence est assez faible, comme ce que je déplorais tout à l'heure, chacune de ses apparitions, de par son physique hideux, chapeau, fighting, parfait. Oh là là, il n'y a rien à dire. On a alors Rebecca Ferguson. Je ne sais même pas quoi dire d'elle. C'est-à-dire, elle retient l'attention. Donc, quand tu regardes, c'est pour retenir l'attention. Avec Chalamet, elle forme un duo qui ne dit pas de nom. Elle apporte une dimension au film, au personnage. Elle conserve des secrets. Elle a bien des choses inaccessibles, inavouables. D'autre part, elle a son éducation purée, c'est pas vrai. Elle est assurément le meilleur personnage de Dune. Je vous assure, c'est la plus passionnante de tous dans ce casting. Elle est savamment utilisée, elle est savamment dissimulée derrière sa beauté. Elle a une élégance qui, rien à dire, d'une partout, va nous donner du fil à retordre. Il ne faut pas qu'ils abandonnent. On est prêt à attendre encore 4 ans ou 5 ans avant de sortir. On n'est pas pressé. Tous les films Marvel vont passer, ça va nous tenir un peu en haleine. Maintenant, je pourrais encore dire quoi parler. Comme j'ai dit, j'allais parler d'un ami qui a dit quand même qu'il n'a pas trop apprécié Dune. Et je vous avoue que d'une part, j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être, je ne sais pas s'il a lu Dune. Je ne sais pas s'il a compris Dune. Mais franchement, qu'ils disent que la mise en scène de Villeneuve était patraque, c'était sans surprise, c'était trop propre, c'était trop conforme, c'était sans exception. Il dit qu'il y avait simplement quelques bonnes idées et que globalement c'était un peu plat et convenu. Il a trouvé aussi que les effets spéciaux et numériques qui plaisent toujours de nos jours n'impressionnaient pas. Il a trouvé que Hans Zimmer à la musique, qui était son idole avant, a fait du déjà vu. Il a trouvé que l'esthétique était carrément moyenne. Il a aussi trouvé que, parce que je suis en train de lire ce qu'il a dit, il a trouvé que l'atmosphère était censée rester aride et suffocante, mais là, il a plus suffoqué qu'autre chose. Donc, lui, il a donné pratiquement 2 à la série. Au film, moi, j'ai trouvé qu'il était un peu trop dur. C'est pour ça que j'ai donné la note de 4,5.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi? Laissez votre commentaire. N'oubliez pas de laisser un commentaire, pardon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout d'apporter des remarques partout parce que c'est toujours ça. J'adore faire ce que je fais. C'est pour vous que je le fais et je suis toujours contente de vous retrouver. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que je reviendrai la prochaine fois pour la critique de Shang-Chi et les 10 anneaux. Sur ce, sayonara. Bye.